Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Oh là les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast préféré, qui collecte et réunit des expériences de vie dans différents domaines afin de se constituer une culture populaire plus forte et plus engagée. Et cette semaine, on fait nos valises. Je vous emmène en vacances. Ah ouais, il y en a assez de ce temps maussade, je veux du soleil moi. Du coup, on part au Brésil, voilà, c'est décidé. À nous, Copacabana, Rio de Janeiro, tout ça quoi. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que c'est l'hiver à Rio. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai une deuxième option. Ça vous tente, le 12e arrondissement de Paris ? Mon invité s'appelle Alain Ramirez Mendes et il nous ouvre aujourd'hui les portes du Théâtre de l'Opprimé, près de la gare de Lyon. Le Théâtre de l'Opprimé est une troupe, un lieu, mais aussi une méthode, importée directement du Brésil par le metteur en scène Augusto Boal. On connaît notamment de cette méthode le fameux Théâtre Forum, mais vous allez voir qu'elle est beaucoup plus riche que cela. Responsable de développement et coprogrammateur, Alain est également joker et comédien formateur au sein de la troupe, dirigé depuis 1998 par Rui Frati. Bonjour Alain, comment ça va ? Très bien, et toi? Ouais, super. Je suis content de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi ? Au moins une bonne dizaine d'années ? 10 ans, je pense. Ouais, je pense, ouais. Ça commence à dater, hein. Ouais, la première fois que je t'ai vu, je sais pas si tu t'en souviens, c'était lors d'un stage à l'université de la Sorbonne Nouvelle sur le théâtre corporel. Complètement, complètement. Eh ben, quel chemin depuis. Oui, on a fait du schéma tous les deux, hein. Parce qu'on avait lié sur plein de choses, donc c'est génial. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler du Théâtre Forum et plus particulièrement de ton travail au Théâtre de l'Opprimé. Mais avant ça, je voulais te poser une question que je vais tirer au hasard dans un jeu de cartes. En ce Vas-y. moment, un parfum que tu aimes? Ça, c'est une bonne question. Je ne saurais pas te répondre. Un parfum que j'aime en ce moment. Ça peut être un parfum de Alors, nourriture, je sais pas, hein, le parfum de quelqu'un, ce que tu veux, quoi. un parfum en général. Disons que la lavande, ou le sirop à la lavande. Ok, ouais, c'est une odeur forte. Ouais, c'est une odeur forte, mais enfin, elle est fraîche, elle est bien pour cette période, tu vois, de l'été. Donc oui, la lavande, allez. Ok, super. Alain, c'est quoi ton parcours? Comment est-ce que tu en es venu au Théâtre Forum? C'est quoi mon parcours? Bon, quand tu le disais tout à l'heure, j'étais à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, quand elle était encore à Sancier, parce que maintenant elle est plus là. J'ai fait deux parcours différents à la Sorbonne Nouvelle. J'ai fait deux licences en même temps, et puis j'ai enchaîné les deux masters en même temps. Un, c'était sur le cinéma audiovisuel, et l'autre, c'était l'étude théâtrale. Donc voilà, j'ai fait tous ces parcours-là et entre-temps, j'ai dirigé aussi une association qui s'appelle encore la TEP 3, qui avait été créée par Moshkin il y a presque une soixantaine d'années maintenant. Et je te dis ça parce que c'est assez important par rapport à mon arrivée au Théâtre de l'Opprimé. Donc je dirigeais cette association-là où j'ai appris beaucoup de choses pratiques. Et bon, à la fac, c'est pas forcément hyper pratique ce qu'on fait. C'est beaucoup de théorie, surtout à Paris 3, c'est très bonne théorie, mais ça reste voilà dans le texte, dans l'oral, dans le blabla. Et la thème m'a permis d'apprendre beaucoup de choses du métier que je fais aujourd'hui, parce que il y avait déjà chercher des partenaires, chercher un peu, enfin chercher les budgets, gérer un budget, gérer un festival, gérer des ateliers, dans celui dont on s'est croisé à l'époque. Euh, quand je finis mes études à Paris 3, je voulais forcément avoir un boulot. Je pouvais pas forcément être comédien, même si déjà une base depuis le Mexique du théâtre.
Ça faisait 2 ans avant que je vienne en France que je faisais déjà du théâtre dans une troupe au sein d'un théâtre là-bas. Et je pouvais pas être intermittent ici forcément. Et je me suis trouvé justement grâce à ces parcours à la fac et à la TEP3 une petite place dans plutôt l'administration, la production, la diffusion, tout ce qui pouvait m'apporter un CDI en fait dans le milieu artistique, qui sont un peu rares, mais ils existent. Donc, dans ces parcours de la TEP, j'organise avec des collègues un festival au sein du Théâtre de l'Opprimé. C'était un festival qui était sur une figure brésilienne assez connue de là-bas, qui s'appelle Nelson Rodriguez. Et je rencontre du coup l'équipe de l'Opprimé, je rencontre le directeur Rui Frati. Et ça, c'était pendant encore la fac. Et quand je sors de la fac, du coup, je me souviens que je connais un théâtre sur Paris, un directeur qui était très sympathique, qui nous avait accueillis les bras ouverts quand on a fait le festival. Et voilà, tout simplement, je suis allé pour demander à Rui s'il n'y avait pas un poste pour quelqu'un. Donc, grosso modo, pour te faire les parcours version courte, c'est ce que j'ai fait pour arriver à l'opprimé. Tu parlais de ton expérience au Mexique. Qu'est-ce que ça a été? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Est-ce que tu étais déjà dans le théâtre? Comment est-ce que tu en es venu à venir en France? Alors oui, j'ai toujours été dans le milieu artistique en fait. Enfin, j'ai toujours voulu être sur scène, j'ai toujours voulu faire des choses créatives. Donc, si tu veux, quand j'étais déjà au Mexique, euh, j'ai commencé à écrire. Donc, j'ai des chansons, des poèmes, des contes, des romans que j'ai fait avant. J'avais commencé déjà à me former un petit peu en chant et j'avais fait 2, 3 concerts au Mexique. Et en fait, c'est grâce à cette expérience-là que j'arrive au théâtre. Parce que moi, mon objectif, c'était pas forcément de travailler dans le théâtre, c'était plutôt de travailler sur la scène, mais en tant que artiste, enfin, en tant que chanteur, quoi. Et en m'assurant une présence sur scène et de la, oui, de cette force de projection de voix et tout ça, je me suis dit que le théâtre, c'était un bon moyen pour m'aider dans ce parcours-là. Donc, j'ai commencé à faire des cours de théâtre là-bas et à un moment donné, j'étais pris dans une troupe au sein d'un théâtre qui s'appelle Foro Shakespeare et je suis resté pendant 1 an et demi. Après, il y a eu la possibilité que je vienne en France, que je vienne faire des études en France et tout ça, et c'est pour ça, du coup, que j'ai quitté le Mexique euh, en ayant déjà, certes, c'était pas hyper professionnel mon expérience, mais j'avais quand même une expérience de au moins 1 an et demi, un petit peu sur les scènes théâtrales et tout ça. Euh, J'arrive en France pour faire mes études en 2006, donc ça fait un petit moment. Voilà, donc oui, j'ai toujours été embibé un petit peu par le milieu artistique et pendant un certain moment par le théâtre au Mexique avant de partir l'aventure française. Donc, après ton arrivée en France, tu fais tes études à Paris 3, tu arrives au théâtre de l'Opprimé, comme tu le disais. Au moment où tu arrives au théâtre de l'Opprimé, tu connaissais déjà le théâtre Forum ou pas? Très honnêtement, non, parce que en fait, je sais pas si tu t'en souviens, mais quand on était étudiant, il y a quelques années, euh, quand j'étais en licence, on devait voir un petit peu d'Augusto Boal et de la méthode théâtrale en théorie, comme je le disais tout à l'heure, à Paris 3. Le problème, c'est que c'est tombé l'année où il y a eu je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a eu une grosse grève d'université à cause des choses qui étaient en train de faire Sarkozy. Il venait d'être président. Et il y a eu une grosse grève des universités, en fait, qui ont été bloquées, certaines 6 mois, certaines 1 an complet. Donc, Paris 3, ça se trouve que c'est le semestre où il a fait grève, que, en fait, enfin, ça tombait à ce moment-là, en fait, où j'aurais pu découvrir Boal dans mes études universitaires. Et tu vois, de tous les cours que je devais avoir ce semestre-là, il y a eu juste un professeur qui a tenu à vraiment faire son cours magistral pendant tout le semestre, mais tous les autres, ils ont fait grève aussi. Donc, et dans tous les autres, il y avait ça. J'ai découvert plutôt la méthode théâtre de l'opprimé en arrivant au théâtre de l'opprimé. Parce que,
voilà, moi, très honnêtement, je te disais, je suis allé pour demander du boulot, hein, après mes études et tout ça. Et ça se trouve que j'avais aussi une très bonne amie du milieu théâtral, de la fac, qui cherchait du boulot en même temps. Et elle était allée demander aussi du théâtre de l'opprimé, parce que à un moment donné, il y avait un poste de livre sur l'administration. Elle était administratrice. Moi, je suis pas administrateur du théâtre de l'opprimé. Et il me dit, ah Alain, il y a le théâtre de l'opprimé, il y a un poste, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le directeur. Est-ce que, voilà, toi, ça fait un petit peu plus de temps que tu es sur Paris, parce qu'elle était partie entre-temps à Lyon et à Marseille. Est-ce que tu connais le théâtre? Est-ce que tu sais quelque chose? Je dis, bah oui, oui, enfin, j'ai fait un festival il y a un an et demi là-bas. Très sympa le directeur. Il m'a dit, ah bah écoute, tu veux pas venir? Parce que j'ai un rendez-vous telle date et il m'a invité 2 jours avant. Il y a une production de la troupe, un théâtre forum, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu veux venir avec moi pour que j'aille pas toute seule? J'ai dit, bah écoute, oui, on y va. Donc, on est tous les deux un petit peu, on est allés au théâtre de l'opprimé par la découverte, ce que faisait la troupe du théâtre de l'opprimé. Parce que moi, ce que j'avais vu du théâtre de l'opprimé, c'était plutôt des créations de théâtre contemporain. Parce que ça existe aussi, on le fait aussi. Et moi, j'avais vu 2 créations de théâtre contemporain de la troupe, mais je savais pas qu'ils faisaient d'autres choses. Donc, on arrive, on voit notre premier théâtre forum, et c'est là où, du coup, j'ai découvert la puissance qu'il y avait, dans tous les cas, cette technique de la méthode, parce qu'il y en a plusieurs techniques de la méthode. Et voilà. Un mois après, il se trouve que le poste que j'ai actuellement au théâtre de l'opprimé s'est libéré au théâtre de l'opprimé. Donc, Rouille et cette amie-là, Léa, m'ont téléphoné en disant, Alain, tu cherches toujours de boulot parce qu'il y a un poste qui vient de se libérer au théâtre de l'opprimé. Donc, j'ai eu l'entretien avec Léa, Rouille et une comédienne de la troupe qui est là depuis 25 ans. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert. Et forcément, comme je gère toutes les activités de la troupe, pour moi, les 2 premières semaines, c'était vraiment m'imbiber de tout ce qui était cette histoire de Théâtre de l'opprimé, parce que je l'ai découvert un peu plus en détail pendant l'entretien voilà, que j'ai fait avec eux. Ils m'ont expliqué le théâtre forum et tout ça, qui faisait beaucoup, qu'il y avait des formations, qui faisait des choses à l'étranger, que c'était une troupe historique parce que c'était Boal qui l'avait créé, et que machin, voici, voilà. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je découvre ce que c'est, mais en vitesse, parce que c'est moi qui vais m'occuper de ça. Donc, je pense que cette semaine-là, je me suis fait tout le livre des Boal que j'ai trouvé. J'ai commencé du coup forcément à suivre, enfin à voyager avec la compagnie pour voir chacune des interventions qui étaient déjà un petit peu programmées avant que j'arrive. Donc j'ai vu quelques ateliers, j'ai vu quelques tas de forums pour avoir une idée plus concise de ce que c'était. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir un petit peu la méthode de l'opprimé jusqu'au point où euh, finalement moi quand j'étais lycée j'ai un parcours de comédien, je suis aussi comédien. Je me suis dit bah, je vais faire toutes les stages. Donc, je me suis formé, j'ai fait tous les stages possibles au théâtre de l'opprimé. J'ai commencé doucement, à un moment donné, à jouer des théâtres forums, à doucement à diriger des ateliers, doucement à diriger des stages de formation et à prendre le métier du joker aussi pour diriger les théâtres forums. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai, au fur et à mesure, découvert et appris un petit peu la méthode de l'opprimé et l'histoire de ce que c'est cette institution, cette méthode, voilà, cette compagnie, quoi. Justement, est-ce que tu peux nous la raconter, cette histoire, cette méthode, en commençant peut-être par ce que c'est que le Théâtre Forum et par qui est Augusto Boal, pour les personnes qui découvrent? Bien sûr, je vais essayer de te faire la version courte, parce que du coup, c'est quelqu'un que je partage beaucoup avec des étudiants d'université. Parfois, il me demande de parler pendant 2 heures juste de ça. Euh, la méthode de l'opprimé, en fait, commence au Brésil. Augusto Boal était un metteur en scène brésilien qui a conçu toute une méthode de travail entre, on va dire, la fin des années 60 et le début des années... non, on va dire milieu des années 60 jusqu'au début des années 70 au Brésil. Pendant les années 70 en exil dans l'Amérique latine. Et après, entre les années 80, début 90, en France et en Europe, grosso modo. Donc, il y a eu ces périodes-là de création pour la méthode théâtre de l'opprimé.
Il crée ça, en fait, à partir d'une envie qu'il avait. À l'époque, lui, il avait un théâtre au Brésil qui s'appelait le Teatro Arena, euh, il produisait des spectacles, il mettait en scène des spectacles, et surtout, il voulait faire des spectacles qui parlent de la vie des gens. Parce qu'il se trouve que dans le Brésil de cette époque-là, grosso modo, disons que le théâtre qui s'est produit au Brésil, en fait, c'était pas brésilien, c'était européen. Parce que le gouvernement faisait appel à des artistes européens pour aller au Brésil présenter des pièces. Donc, tu te retrouvais avec un panorama assez riche de théâtre pour une élite de la population qui venait des artistes de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Enfin, tu vois le panorama. Donc, c'était que des Européens, des metteurs en scène européens, des textes européens, des comédiens européens, des scénaristes, enfin, des scénographes européens. Enfin, tout était comme ça. Donc, il s'est dit, bah, c'est très bien. Mais ça, c'est un peu plus pour une élite. Et malheureusement, on ne parle pas de ce que nous, on vit, en fait. Et le théâtre, c'est un peu aussi la vie quotidienne en fait des gens. Donc, il commence à s'inspirer des choses qu'il voit dans la vie quotidienne pour créer des pièces. Et dans cet élan de vouloir faire quelque chose, on va dire, d'autochtone, de local, il avait un ami qui est aussi assez connu dans le monde, qui s'appelait Paulo Freire. Paulo Freire, c'était un pédagogue, et il commence justement à créer ce qu'on appelle la pédagogie de l'opprimé. La pédagogie de l'opprimé, où, grosso modo, en deux mots, c'est une pédagogie où il n'y a pas un schéma pyramidal, c'est un schéma horizontal. C'est-à-dire que l'idée, c'était de contrer un petit peu cette idée de le savoir, la connaissance, c'est pour une élite, et nous, petits ouvriers, nous, petits fermiers, nous, petits, voilà, on n'a pas accès à ça, on n'a pas droit à ça, c'est pas important pour nous. Voilà, donc lui, il s'est dit, bah non, il faut que ça soit important pour vous, c'est pas pour une élite. Il faut que vous sachiez écrire, lire, parce que surtout, c'était l'époque où ils se volaient leurs terres par les gens qui savaient écrire et lire, qui leur faisaient signer des petits papiers en disant, voilà, maintenant ta terre est à moi, et maintenant tu vas travailler pour moi dans ta propre terre. Donc, tu vois, il y avait des choses comme ça. Donc, l'idée, c'était, OK, au moins qu'ils aient l'état d'esprit, l'état de conscience, qu'ils se rendent compte ce qu'ils sont en train de signer ou pas signer, justement, et qu'ils peuvent dire non à un moment donné, qu'ils peuvent comprendre comment ça fonctionne le système, ils peuvent comprendre quel gouvernement, qu'à l'époque c'était un gouvernement dictatorial, euh, est en train de nous faire, nos petits peuples brésiliens. Et surtout, le disant, vous avez un savoir, en fait, vous avez déjà une connaissance. Parce que peut-être que moi, je sais lire et écrire, mais toi, tu sais, tu as la main verte, tu es hyper bon avec les plantes, tu es un fermier qui fait pousser tout facilement, ou tu es un ouvrier qui fait ceci, cela très bien. Donc, partageons ces savoir-faire, en fait. Donc, ici, il n'y aura pas un maître tout puissant qui détient toute l'information, et les autres doivent boire et manger sans savoir, tout bêtement, et voilà. C'est, OK, aujourd'hui, je t'apprends à écrire. Demain, tu nous apprends à tous à faire pousser les tomates. Après-demain, c'est lui qui va nous apprendre à faire ceci, cela. Donc, il y a cette histoire de partage, en fait, de valoriser le savoir, la parole, les pensées de chaque personne. Et bon, voilà. Je sais que bon, ça va expliqué ça en deux mots, et c'était un peu plus de deux mots, mais c'est cet état d'esprit, en fait, grosso modo, de la méthode de travail pédagogique de Freire. Et Augusto suit tout ça, Augusto Boal, et il s'en inspire parmi d'autres éléments. Parce que bien sûr, c'est pas que la seule source du théâtre de l'opprimé, mais c'est une source première du théâtre de l'opprimé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle le théâtre de l'opprimé, parce qu'on vient de la pédagogie la pédagogie de l'opprimé, de Paulo Freire. Donc, c'est de là qu'on tient le nom. Et et il commence du coup, Boal, à mettre tout ça en pratique. Tout à l'heure, on parlait de la théorie et de la pratique de la fac. C'est grosso modo ça ce qu'il a fait. Il a pris cette théorie pédagogique, il l'a transformée en théâtre. Il l'a adapté pour que ça puisse être visible au théâtre. Évidemment, Boal, bon, avait étudié Shakespeare, avait étudié enfin, plein de choses, quoi.
Il a mis plein de choses ensemble, plusieurs même exercices de théâtre qui existaient déjà d'autres méthodes ou voilà qui se faisaient un petit peu partout. Il les a adaptés pour constituer sa méthode. C'est-à-dire que dans la méthode, oui, certes, dans les exercices, il y a plus de 350. Il y en a beaucoup que Boile a créé, mais il y en a aussi beaucoup qu'il n'a pas du tout créé, mais qu'il a adapté par rapport à sa méthode. Il se dit, ah, ça c'est une bonne idée, je vais l'adapter de cette façon-là, je vais en tirer profit pour ceci, je vais le lier avec un autre exercice que je suis en train de faire, et du coup, ça devient un exercice plus long parce que j'ai fusionné deux. Donc voilà. Euh, dans toute cette mouvance qu'il fait de vouloir faire réfléchir les gens et dire vous avez la parole, utilisez la parole, faites lever la voix. Évidemment, ça a fait tâche dans un gouvernement de dictature. Donc, bon, il a été emprisonné, à un moment donné, il a été libéré, mais avec la condition qu'il parte, en fait, exilé du Brésil. C'est pour ça qu'on arrive à la deuxième phase où il a fait son parcours d'exil en Amérique latine, dès l'Argentine. Après, là, il y a une dictature, donc il a fui aussi l'Argentine, et il a continué tout le parcours, en fait, des presque, enfin, d'une bonne partie, on va dire, des pays de l'Amérique latine jusqu'au Mexique, en fait, au sud du Mexique. Et dès là, il voyage en Europe. Il arrive à Lisbonne, il retrouve notre directeur actuel, Rui Frati, qui était d'ailleurs fils d'un, on va dire, d'un ami des Boal. C'est d'ailleurs le père de Rui qui le dit, ah, écoute, il y a Augusto qui est là-bas avec, comme toi à Lisbonne. Il faut forcément que tu le rencontres et tout ça. Donc c'est un peu le père de Rui qui a suscité cette rencontre-là. Et Boal et Rui sont devenus très amis. Boal, à un moment donné, en fin des années 70, il vient en France parce que il y avait beaucoup d'intérêt de l'Europe et notamment, tu vois, de la France, de la Sorbonne et tout ça pour cette méthode qu'il produisait. Donc, il se rend compte que sa méthode était plus ouverte de ce qu'il pensait par rapport à son expérience en Amérique latine. Et il s'est rendu compte qu'à Paris, il y avait la possibilité de créer facilement, on va dire, entre guillemets, des associations et qu'il pouvait développer plus facilement une troupe pour développer sa méthode ici, ce qu'il n'a pas eu avant. Parce que dans ce parcours d'exil, forcément, tu es exilié, tu passes une semaine dans cette ville, tu fais un petit atelier théâtre, tu passes dans une autre ville, et lui, il était juste avec sa famille, quoi. Enfin, avec sa femme, voilà. Donc, il n'a pas créé une troupe, il a juste fait des expériences en Amérique latine pour créer sa méthode. Donc, officiellement, la première méthode au monde qui a utilisé la méthode de Boal, c'est nous. C'est le Théâtre de l'Opprimé de Paris. C'est la première compagnie qu'Auguste Boal a créée vraiment en se disant, je vais finir de développer la méthode. Tous les éléments que j'ai créés en Amérique latine, on va leur donner forme. Voilà. Et ça, c'était en 79. Après, dans les années 90, la dictature au Brésil tombe. Il arrive à, à retourner au Brésil. Il crée une deuxième compagnie à Rio de Janeiro, comme nous. Il était directeur des deux. Donc, je ne sais pas si on pourrait dire qu'on était une troupe, mais avec deux pieds, un pied en France, un pied. Parce que même si ce pas les mêmes comédiens, il y avait beaucoup de ponts. Il y a même des comédiens qui ont voyagé ici, qui ont voyagé là-bas, et c'était lui le directeur général. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être penser à cela. Et c'est vers la fin des années, dès le milieu des années 90 qu'on ouvre la salle de spectacle qu'on a dans le 12e à Paris. C'était une idée de Rouy, c'est notre directeur, euh, qui était déjà à ce moment-là complètement avec les deux pieds dans la troupe, parce qu'au début, il voulait pas. Et la Boal l'a un petit peu doucement mis dans la troupe, parce qu'au final, voilà, il s'est trouvé, comme il dit, jusqu'au cou au théâtre de l'Opprimé. Il s'est dit, bah, voilà, bah, je vais continuer. Donc, c'est Rui qui propose d'ouvrir la salle, Rui qui a aménagé l'espace en salle de spectacle. Et 2 ans après, 3 ans après, Boal lui a laissé le théâtre de l'Opprimé, les structures générales, à Rui. Donc, on a changé de directeur directement d'Augusto Boal à Rui Frati. Et depuis, c'est une troupe qui est dirigée par Rui Frati jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2023. Euh, voilà, ça c'est pour l'historique de la compagnie, pour que tu aies un petit peu l'idée de ce qui est le Théâtre de l'Opéra de Paris, quelle est son importance, sachant que c'est la compagnie qui a formé la plupart des compagnies
au monde, parce que même aujourd'hui, autant de voile, même aujourd'hui, on fait beaucoup de voyages. On est une troupe qui a son siège à Paris, mais en fait, on est rarement à Paris, heureusement. On est surtout partout dans la France, partout dans l'Europe, partout dans le monde. Tu vois, l'année dernière, en 2022, on est allé au Brésil, au Liban, en Iran, au Mexique. Cette année, il y a le Chili, il y a la Grèce. L'année dernière et cette année encore, il y a eu la Roumanie. L'année dernière, il y a eu le Burundi, l'Angleterre. À un moment donné, c'était le Taïwan. Donc, c'est vraiment une troupe qui partage son savoir. Et à chaque fois, on fait des stages, on fait des formations là où on va. Donc, forcément, on a beaucoup d'anciens élèves, on va dire, sachant que, on pourra en parler plus tard peut-être. Euh, Évidemment, toutes les troupes sont pas non plus nos élèves. Parce qu'il y a des élèves qui peuvent former des élèves, il y a des gens qui s'improvisent par rapport au livre de Boal. Donc, bon, il y a plusieurs cas de figure. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'historique. La méthode, c'est quoi? Globalement, je te disais que la méthode, c'est le théâtre de l'opprimé. Le théâtre forum, c'est juste une technique de la méthode. Dans la méthode théâtre de l'opprimé, il y a 6 techniques officiellement, 6 techniques qui ont été créées par Boal, développées soit en Amérique latine, soit en Europe, avec nous ou avec les expériences qu'il a fait par-ci par-là, ou avec un petit peu la deuxième troupe qu'il a créée à Rio de Janeiro. Mais voilà, c'est six techniques officiellement. Euh, la première, en fait, c'était très proche du travail qu'il faisait Freire. Et c'est cela qui va, après, évoluer en ce qu'on appelle le théâtre forum et le théâtre invisible. Cette première s'appelait le théâtre journal. Le théâtre journal que, grosso modo, il voulait aussi contrer ces manques des connaissances pour pouvoir lire un journal, pour que les gens sachent ce qui se passait dans leur ville, dans leur pays, au monde. Donc, ils prenaient, je vais te faire réduit, on va dire, l'explication de ce que c'est le théâtre journal. Ils prenaient le journal du jour, c'est pour ça le théâtre journal. Ils cherchaient un article intéressant. Ils le lisaient au public une fois, comme ça les gens qui ne comprenaient pas, enfin qui ne pouvaient pas lire, ils savaient l'information. Peut-être une deuxième fois, mais en expliquant un petit peu le sous-texte, en disant, voilà, le journaliste, il dit ceci ou cela et cela, mais vous comprenez en fait qu'il veut dire, c'est ceci ou cela, parce que, donc il explique un petit peu, de façon que même les personnes pour lesquelles le vocabulaire était complexe, du coup là, ils pouvaient un petit peu plus comprendre. Tu vois, c'était un peu plus simple. Ensuite, il disait, OK, mais là, l'intéressant, ce serait que on le passe au théâtre et qu'on voit qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ceci. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour changer cela. Donc, il avait ses comédiens qui avaient évidemment aussi déjà lu et entendu et tout ça, l'article. Il jouait la petite scène. Il faisait une récréation de cet article-là pour le montrer au public. Donc, ça permettait aussi, pas seulement de passer déjà au théâtre et pouvoir réfléchir dans notre façon de la chose, mais aussi c'est une troisième aide parce que même les personnes qui avaient, je te disais, un peu du mal à comprendre certains mots, là, ça devient visuel. Donc, OK, j'ai entendu le texte lu, j'ai entendu le texte un petit peu expliqué avec les sous-textes, et en plus, maintenant, je vais le voir physiquement devant moi. Là, c'est sûr, les gens ont compris ce qui se passe dans leur ville ou dans le pays, voilà. Donc, une fois qu'on a vu la scène, Boal demandait, voilà, qu'est-ce que, à votre avis, on aurait pu faire pour éviter ceci, ces problèmes-là? Et les gens, voilà, levaient la main. C'est justement l'idée de leur donner la parole en disant, bah, moi, je pense que ces personnages-là, le papa, il aurait pu essayer d'être plus gentil parce que ceci ou cela. OK. Comédien, tu as entendu? Oui? OK. On va improviser sur ça. Donc, c'était plutôt des directives qui disaient la personne du public vers les comédiens et eux, ils essayaient de suivre selon l'idée qu'avait la personne. Et du coup, on voyait ce que ça faisait. Ça, c'était vraiment le début de la méthode, c'était la première technique et ça va devenir plus puissant après parce que déjà, toi qui sais un petit peu ce que c'est le théâtre forum, tu vois déjà un petit peu les indices de ce que enfin, c'est assez proche de cette forme en fait. Mais on se trouve avec des situations où parfois euh, les comédiens ne pouvaient pas forcément recréer ce que la personne leur disait.
Parce que forcément, comme on dit, chaque tête est un monde, est un univers. Chacun a des idées, les interprète, les voit à sa façon. Donc aussi, moi, je peux t'expliquer quelque chose, mais toi, tu l'interprètes en fait dans ta tête selon ce que tu as entendu, selon ton vécu, selon ton background. Donc, parfois, les comédiens ne pouvaient pas faire ce que la personne voulait exactement. Parce que, voilà, il y avait cette incompréhension, cette vision, voilà. Donc, à un moment donné, voilà, il commence à inviter les gens à monter sur scène en disant, OK, bah là, on n'arrive pas. J'ai compris que là, les comédiens, il a du mal à se à votre idée. Ça fait 3 fois qu'on essaye. Venez. C'est vous qui connaissez ça. Bah, montez sur scène. Venez jouer avec les comédiens. Et comme ça, vous nous montrez ce que vous voulez dire, en fait. Et c'est là où ça a commencé l'interaction avec le public sur scène. En mêlant plus le côté théâtral, parce qu'avant, c'était un peu plus comme du théâtre débat plutôt que du théâtre forum, non? Que c'est très bien le théâtre débat. Mais c'est justement, ça reste de la parole, ça reste du débat, moi assis dans ma place, voilà. Donc, la personne monte sur scène et on commence à voir comment ces idées peuvent évoluer avec le reste des personnages. Donc, voilà, il commence à impronter ça. Donc, cette idée de inviter les publics, que la personne puisse faire son idée, sa propre idée physiquement. Et il voit un potentiel énorme dans ça. Donc le théâtre journal, on va dire qu'il fait deux petits, il fait deux enfants. Euh, je disais, le théâtre forum et le théâtre invisible. Le théâtre forum, du coup, c'est notre technique la plus spectaculaire, la plus connue au monde, parce que ça représente bien toutes les intentions de la méthode de théâtre de l'opprimé. C'est un spectacle, donc du théâtre, c'est un spectacle interactif, c'est un spectacle qui est engagé sur une question des sociétés, sur vraiment un problème. C'est un spectacle que par définition est fait sur mesure. Un théâtre forum, c'est fait sur mesure. Sinon, c'est une variante. Je vais expliquer après pourquoi. Et c'est un spectacle qui fait réfléchir, qui suscite la parole, qui essaye de dire aux gens, vous êtes acteurs de votre vie. Parce que là, justement, l'idée, c'est que on soit des spectateurs au théâtre de l'opprimé. On n'est pas là pour être assis et chauffer un siège, on est là pour agir. Parce que c'est les problèmes. Dans le théâtre forum, on va créer des situations où on a un problème, un enjeu. C'est le théâtre. Dans le théâtre, il y a des conflits. Sinon, enfin, si rien ne se passe, l'histoire, elle est banale. Donc, il faut un conflit, il faut quelque chose. Mais sauf que là, c'est des conflits de la vie quotidienne et c'est des conflits qui sont inspirés d'un problème ou d'une situation que le public qu'on a devant nous est en train de vivre dans sa vie quotidienne. Donc là, on est là pour les aider, en fait, à avoir des idées pour changer leur vie quotidienne une fois qu'ils vont sortir de cette forum, une fois que le spectacle est fini. Donc l'idée, c'est ça. On va créer des scènes sur mesure et c'est sur mesure parce que euh, même si c'est la même thématique, même si c'est un contexte similaire, d'une structure à une autre, par exemple, d'un partenaire à un autre, ça change énormément. C'est jamais vraiment le même profil des gens, c'est jamais vraiment le même contexte. Donc, disons que si on travaille pour, je sais pas, un groupe de réfugiés voilà, sur Paris, c'est pas les mêmes réfugiés qu'on va voir, par exemple, à Marseille ou qu'on va voir dans la banlieue parisienne. Parce que c'est pas le même type de réfugiés, c'est pas le même pays, c'est pas la même langue, c'est pas le même contexte. Il y en a certains qui fuient la guerre, il y en a certains qui fuient, qui cherchent plutôt une meilleure vie économiquement parlant pour d'autres situations. Peut-être que c'était un pays très pauvre ou voilà. Donc c'est jamais le même contexte. Donc le théâtre forum, par essence, presque par définition, c'est un spectacle qui est fait sur mesure à chaque fois à partir d'une enquête qu'on fait en amont, d'une étude sur le terrain, pour créer des situations qui sont proches des gens et qui répondent vraiment aux besoins des personnes qu'on a devant nous les jours J. Donc, on va créer ces scènes-là, on va les présenter au public pendant la séance, et il y a le metteur en scène qu'on appelle le Joker, qui est aussi celui qui fait l'enquête en amont, qui devient un espèce d'animateur de la séance, ou c'est lui, en fait, c'est le facilitateur qui va inviter, qui va susciter l'interaction entre le public et les comédiens. C'est lui qui va inviter les gens, c'est lui qui gère la chose. Il est metteur en scène. Donc, il va mettre à disposition ses connaissances de metteur en scène tout au long du forum, parce qu'il fait encore des petites directions pendant le forum.
Donc, on voit les trois scènes. Une fois que le public a vu les trois scènes, on lui dit, bon, voilà, maintenant, mes comédiens vont rejouer la première scène, mais vous connaissez la scène, donc vous pouvez lever la main à tout moment quand ils vont rejouer. Moi, en tant que joker, je vais stopper, je vais arrêter les comédiens, je vais demander à la personne ce qu'elle veut proposer comme piste pour solutionner la situation, et je vais l'inviter sur scène. Donc, c'est cette interaction-là qu'on fait pendant 2 heures dans notre forum. Voilà. Donc, tu vois, ça rejoint beaucoup de choses de la pédagogie de Freud, et surtout que nous, on n'a pas de réponse. Une chose qui est un petit peu, pas interdit, mais un contresens de ce qui serait la méthode, c'est que nous, en tant que artistes, pendant le théâtre forum, on n'a pas d'avis. Le Joker n'a pas d'avis. Les comédiens, là, n'ont pas d'avis au moment du théâtre forum. Ce qui est bien sûr moi en tant que joker dans ma vie quotidienne, moi Alain, je peux avoir un avis ou une façon de penser sur tel ou tel sujet de société. Mais là, je suis joker, je suis solidaire des gens qui sont dans la salle, je suis solidaire de la situation, je suis solidaire des personnages. Donc moi, j'ai pas d'avis. Donc parfois même si la personne qui monte sur scène est en train de faire une bêtise énorme, je vais pas lui dire t'es en train de faire une bêtise énorme. C'est ah ok, bah écoute c'est très bien, c'est intéressant ce que tu proposes. Public, qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que toujours soumettre la question au public. Est-ce que ce que va proposer cette personne vous semble qui a aidé à la situation? Oui ou non? Voilà, donc c'est toujours le public qui doit réfléchir en fait. Moi, je suis là juste pour guider la chose. Donc, et surtout, je sais qu'il y a par exemple des compagnies qui le font à la fin, et ne sont pas des compagnies qui ont été formées du tout à la méthode, qui sont improvisées par les livres. Et ça, ce qui est mauvais, c'est que les livres de Boile n'expliquent pas tout. Surtout le rôle de jockey, il n'est pas expliqué sur les livres, en vrai. Parfois, ils font la morale à la fin, en disant, voilà, on a vu le TED Forum, vous avez vu qu'il y avait telle et telle chose qui n'ont pas fonctionné. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il fallait faire. Ça, c'est l'interdiction. Ça, c'est justement, on revient à cette histoire pyramidale où moi, j'ai le savoir et je vais vous imposer ma vision et ce que je pense qu'il fallait faire. Ça, c'est l'interdiction totale première. Juste par logique, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui le font, qui n'ont pas compris la méthode, qui n'ont pas été formées, donc c'est normal, je comprends. Mais voilà. Donc ça, c'est le théâtre forum. Le théâtre invisible, c'est une technique, grosso modo, ça prend les mêmes préceptes que le théâtre forum, sauf que c'est invisible. C'est-à-dire qu'on va créer une scène avec des comédiens et tout ça, mais qui va être jouée enfin, c'est imprévu pour les publics. Hein. Ils savent pas que c'est le public. Par exemple, on va arriver sur une terrasse de café et à un moment donné, les comédiens vont arriver au fur et à mesure en comédien. Donc voilà, ils arrivent, ils demandent un café, et voilà. À un moment donné, quand ils jugent que c'est le moment pour le faire, les personnages qui sont censés avoir le conflit, ils vont commencer à faire le conflit. Organiquement, hein, mais il faut vraiment que ça se passe organique. Euh, et du coup, les gens qui sont là, dans la terrasse des cafés, ils savent pas en fait que c'est des comédiens en train de jouer. Donc ils vont réagir de notre façon. Ils vont peut-être regarder juste à travers, de travers comme ça, à côté, en suivant tout, parce que très honnêtement, l'être humain, il est assez curieux. Donc, forcément, on tend une oreille, même si on fait semblant d'être en train de faire je sais pas quoi. Donc, tu vois, tu suis quand même. Donc, même si tu es un peu passif, mais tu suis. Et parfois, il y a des gens qui vont se dire, bah non, c'est pas possible, monsieur, vous vous arrêtez là. Vous pouvez pas parler à votre femme comme ça. Voilà, il y a des gens qui peuvent intervenir. Évidemment, il y a des comédiens qui sont là disséminés, qui n'ont pas forcément un rôle de protagoniste dans la situation, mais qui sont là soit pour tempérer un petit peu la situation, que ça ne dégénère pas et pour protéger aussi ceux qui sont en conflit, euh, soit aussi pour faire écho. C'est-à-dire que comme c'est ouvert, comme c'est complètement, je sais, bon, c'est pas un happening, mais ça paraît comme ça, et que les gens, parfois, ils sont pas là quand la scène s'est produite. Parfois, justement, sur une terrasse de café, il y a des passants. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui s'assoient aussi. Donc, ah, mais il y a un conflit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un comédien. Ah oui, mais figurez-vous que ce monsieur, il a dit ceci, donc c'est là. Donc, c'est aussi un effet écho, en fait, pour que les personnes qui passent ou qui s'intègrent un petit peu, on va dire, à la terrasse de café, ils puissent aussi suivre et éventuellement participer. Ils le savent pas, mais nous, on est en train de faire ce travail-là. Donc, voilà. Et forcément, le joker, il est pareil par là. Il va pas forcément mener et faire interagir les gens, mais il est là pour protéger. Et il a des codes, des petits codes que les comédiens connaissent pour que soit
il se calme parce que ça devient trop chaud et peut-être que la police est en train d'arriver, voilà. Soit pour se dire, enfin, je sais pas, mais il faut qu'il le cadre, en fait. C'est cette sécurité-là. Euh, voilà. Donc, c'est un théâtre qui n'a pas défilé et que ça pose parfois problème moral à certaines personnes parce que, justement, c'est invisible. Tu peux pas dire à la fin, bah, merci, c'est une comédie, merci, et qu'on m'applaudisse, en fait. C'est-à-dire que le théâtre invisible finit quand il doit finir, en fait. Peut-être qu'à un moment donné, un des deux qui ont le conflit vont partir. L'autre, il va rester là pendant encore 1 heure parce que les gens sont en train de parler avec elle ou lui, voilà. Donc le théâtre n'a pas de fin jusqu'au moment où les comédiens commencent à partir doucement et ils partent. À un moment donné, ils partent. Mais c'est intemporel, voilà. Et c'est tout. Pourquoi on ne dit pas à la fin? C'est pour éviter, et Boile, je pense qu'il le dit dans un des livres, euh, éviter la caméra cachée. Parce qu'à l'époque, quand il a créé ça, c'était assez connu dans plusieurs pays, hein. Il y avait en France, il y avait au Mexique, il y avait au Brésil, et un peu partout, cette émission, ce type d'émission à la télé où, oui, la caméra cachée, où, grosso modo, on se fout de la gueule des gens, on fait une petite blague nette par-ci, par-là. Et regardez la caméra. Donc là, c'était pas l'idée. L'idée, c'était qu'il y ait une conscience, qu'il y ait une réflexion quand même sur ce qui se passe. Et si moi, par exemple, on me dit, c'est du théâtre, voilà, moi, je vais arriver le soir à la maison. Oui, chérie, tu sais, aujourd'hui, soit je vais même pas dire, et ça va rester là comme l'anecdote, soit, bah, écoute, chérie, aujourd'hui, à la terrasse, j'étais avec mes potes, on était en train de boire un café, et il y avait des comédiens qui sont foutus de notre gueule. J'aurais vu hyper bien les comédiens et tout ça, tu vois, ça reste dans les comédiens, dans les jeux, dans la comédie, dans le théâtre. Et l'idée, c'était d'être là pour provoquer les gens, en fait, pour provoquer une réflexion sur la chose. Donc, si on ne leur dit pas, ce que ces personnes vont arriver le soir à dire, c'est, écoute, chérie, aujourd'hui, c'était chaud, hein. Parce que j'étais avec les potes à la terrasse de café et t'aurais vu, il y avait un couple qui se prenait la tête parce que lui, il a dit ça, et là, ça. Non, mais te rappelles, ça m'a fait penser que ceci, cela. Non, attends, il faut jamais qu'on se parle comme ça, hein, parce que, tu vois. Donc, il y a une autre réflexion, il y a une autre suite. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on évite le fait caméra cachée, euh, de théâtre invisible. Je continue pour ne pas m'attarder trop sur chaque technique. Boal arrive forcément dans l'Amérique latine, dans des endroits où les gens parlaient ni espagnol ni portugais. La région des vrais Incas, la région au Pérou, par exemple au Mexique, il est arrivé à la région Maya, parce qu'il y a encore des Mayas. Je sais que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais au Mexique, il y a encore les Aztèques, il y a encore les Mayas. Certes, c'est une population plus réduite, mais il y en a. Et, euh, et donc, il arrive avec les Mayas aussi. Donc, c'était des populations qui parlaient pas la langue. Comment tu travailles avec eux? Avec le geste, les postures, le geste, le visuel, le corps. Donc, il crée une autre technique qui s'appelait à l'époque le théâtre statue, qui a changé des noms. Et maintenant, on l'appelle le théâtre image, parce qu'une image, c'est assez puissant. Une image, c'est plus universel. Ça peut être une image photo, un dessin. Enfin, la notion d'image, il est assez large. Euh, mais c'est toujours des statues vivantes. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons des statues pour faire une image. On est immobile, mais dans une certaine posture, en train de faire quelque chose, en train de voir quelque chose, en train de peut-être dire quelque chose, même s'il n'y a pas de mots. Donc, ça commence comme ça. C'est-à-dire que cette technique, on l'utilise nous énormément dans tous nos stages. C'est vraiment une technique qu'on utilise, même si c'est un stage sur le théâtre forum ou sur je ne sais pas quoi, on va faire de l'image parce que on commence par là et surtout ça nous aide à déjà comprendre les codes locaux, pas locaux, pardon. Euh, Disons que quelque chose de très simple. Dans le pays asiatique, par exemple, tu vois, qu'est-ce qu'on fait quand on dit bonjour à quelqu'un? Pour, tu donnes pas la main. Ils font petite révérence, voilà. Parfois, même pour le respect qu'ils ont pour cette personne, ils ne le regardent même pas. Tu vois, justement, ils font la révérence, ils tournent la tête vers le bas, donc ils voient pas la personne en disant, voilà, je te considère, tu es au-dessus de moi, tu es important, donc voilà, c'est une façon de dire, je te respecte. Dans nos pays occidentaux, c'est pas le même cas. Nous, on donne la main, on regarde aux yeux la personne, on te dit, je te vois, je te touche, je te considère. Si je te dis oui, c'est juste, ah oui, bonjour, et je te regarde même pas, on dit, ah, il est mal poli, il me considère pas, voilà.
Donc ici, il faut regarder aux yeux, serrer la main. En France, on fait la bise. Donc il y a une façon de dire je te considère, tu existes, tu es important. Du coup, c'est deux visions complètement différentes. Et si tu connais pas les codes de l'autre côté, tu te retrouves avec des problèmes. Et ça peut créer des problèmes. On a vu dans nos parcours, dans nos stages, que souvent, c'est des bêtises comme ça qui ont créé des problèmes plus larges après. Des familles qui se détestent ou des problèmes dans le quartier, ils sont commencés par des petites bêtises comme ça, en fait. Et après, ça s'est engrainé, c'est fait boule de neige, ça devient énorme. Mais là-bas, c'était ça. Donc, on essaie d'analyser ce type d'image, on travaille avec les images, des images qu'après on va avoir de la parole, qui vont s'animer. Donc on travaille avec un grand parcours avec les images, mais ça vient de là. C'est le besoin qu'il y avait Voile à l'époque de travailler avec des gens qui parlaient pas une langue qu'ils connaissaient. En Europe, il arrive avec ces techniques-là en Europe. En Europe, il crée, je te disais, en 79, la Compaïta de l'opprimé, et il crée en France une technique, du coup on pourrait dire que c'est la technique française de la méthode, ou européenne si tu veux, c'est l'arc-en-ciel du désir. L'arc-en-ciel du désir qui est assez important parce que, bon, il s'est inspiré, sa femme était psy, et il s'est inspiré beaucoup des choses de la psychologie, les constellations et des choses comme ça. Je te disais qu'il empruntait parfois des principes d'autres choses pour la méthode. Et il intègre beaucoup de choses, surtout parce que, je te disais tout à l'heure qu'en arrivant en Europe, il s'est rendu compte que sa technique était beaucoup plus large de ce qu'il pensait. Lui, il venait de l'Amérique latine avec la mentalité que le théâtre de l'opprimé, sa méthode, était faite pour les opprimés, et que les opprimés, c'était qui? C'était les peuples. L'oppresseur, c'était qui? C'était le gouvernement. Grosso modo, schématiquement, c'était ça. Lui, il voyait le conflit autorité-peuple, grosso modo. Et il s'est rendu compte en arrivant en Europe que, en fait, non, il y a ça, bien sûr, mais que c'est beaucoup plus large, en fait. Qu'être opprimé, c'est plus large, qu'être oppresseur, c'est plus large, qu'il y a d'autres types d'oppression, il y a d'autres contextes, il y a d'autres choses. Ce qui s'est dit au début, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous intéressez à ma méthode, sachant que vous n'avez pas de dictature en Europe. Et encore. Mais voilà. Mais du coup, il voit cet intérêt et il s'inspire justement de ces techniques de la psychologie pour faire d'autres types de travail qui est plus intimiste, intériorisé, personnel. Euh, le théâtre forum, si tu as compris, c'est une situation groupale. C'est-à-dire, c'est moi contre toi, nous contre eux. Ici, ça va être moi contre moi. Tous les blocages que j'ai dans ma tête, tous les problèmes que j'ai dans ma tête, donc on va les personnifier pour sortir de ces oppressions-là et essayer de travailler autrement. Et surtout, ça aide aussi aux comédiens, purement artistes, pour créer des personnages. Parce que c'est là, par exemple, qu'on utilise pour créer des personnages importants avec une certaine profondeur pour le théâtre forum. Parce que dans le théâtre forum, il y a cette interaction au public, c'est-à-dire que le public va euh, improviser avec nous. Parce que nous, même si on avait un canevas avec une scène bien précise, avec des personnages bien précis, une situation bien précise, on ne sait pas ce que la personne va nous proposer. Et nous, il faut qu'on soit en mesure de garder quand même le personnage et de garder la situation, peu importe ce que la personne nous présente. Parce que l'idée là, c'est pas de faire du beau théâtre et de s'amuser comme dans le théâtre d'impro. Où le théâtre d'impro, tout est permis. Et on peut devenir à un moment donné Superman et je transforme et je fais n'importe quoi. Là, non, parce qu'on est service de besoin de ces publics-là pour ces thématiques-là. Donc, c'est vraiment un cas pratique réel. On ne peut pas se permettre de partir dans tous les sens parce que ça aide pas, en fait, la personne. Donc, comment maintenir ces personnages-là avec l'arc-en-ciel désir? Parce qu'on va voir toutes les couleurs, toutes les possibilités d'émotions de ces personnages-là. Donc, même si je ne sais pas ce que la personne va me proposer sur scène, je sais comment réagir. Parce que je sais ce qu'à ces personnages fait trembler, ce qui à ces personnages fait enrager, c'est que ce personnage va le calmer ou pas, ou voilà. Donc, selon ce que la personne nous propose, nous, en tant que comédien, on sait, on reste en personnage, mais on utilise un autre masque de personnage, une autre facette du personnage. Donc, c'est à ça qu'il nous sert. Pardon, maintenant que je dis ça, comment interagissent les techniques. Le théâtre image aussi, ça nous sert par exemple, nous, à faire des scènes claires pour le public, pour le théâtre forum. Parce que le théâtre forum, chacune des scènes dure 3 minutes, pas plus.
Sinon, c'est trop long, il y a trop de détails, il y a trop d'infos, les gens oublient des parties qui sont importantes. Donc, si tu peux pas faire en 3 minutes, c'est-à-dire que t'es parasite, en fait. Le plateforme, ça s'est épuré. Il n'y a pas besoin d'un grand décor parce que c'est parasite, en fait. Il n'y a pas besoin de ça. L'important, c'est la situation, c'est les conflits, c'est ces rapports humains. Et surtout, ça permet d'avoir une liberté d'esprit des gens. Ils peuvent se projeter plus facilement sur une feuille blanche que sur un décor hyper saturé où c'est dit, ah non, mais ça, c'est un décor des Bourges, en fait. Donc, non, non, c'est pas pour moi, je me sens exclu de cette scène. Donc, c'est assez minimaliste, mais assez puissant parce que chaque élément qui est sur scène, et de là, je parle geste, objet, regard, mot, s'il est enfin, dans le TED Forum, c'est parce que c'est utile. Donc, en 3 minutes, tu as une scène de A à Z, un conflit de A à Z, utile avec ce qu'il faut. Et dans cette utilité, le théâtre image nous permet justement de travailler, nous, certaines images que nous, on fait pendant la création de TED Forum, qui nous disent, OK, si on fait ces trois, quatre images bout à bout, c'est comme les bandes dessinées. Tu as deux, trois dessins et tu as compris l'histoire, en fait. Tu as compris le rapport, tu as compris ce que. Tu pas besoin de voir l'animation de l'un à l'autre. OK, donc c'est clair. Tac, 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 c'est clair, la situation. OK, donc notre scène, elle est claire. Elle est visuellement claire, même pour les gens. On garde toujours cet esprit que les gens. Bon, maintenant, c'est plus compliqué de trouver des gens illettrés, mais il en existe plein. Et on travaille avec plein, d'ailleurs, souvent. Mais pour ces personnes qui ont du mal avec le texte, ah, j'ai compris. La scène vient de commencer, mais j'ai compris qu'il y a un conflit entre ça et ça. Je sais pas qui sont ces personnages encore, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais j'ai compris que là, il y a une tension. Donc, tu vois, toutes les techniques, en fait, en vrai, sont liées d'une certaine façon et s'entraident. Donc, voilà. Et pour finir, parce que je commence à beaucoup parler sur, sur tout ça, mais c'était pour expliquer toute la méthode. La dernière technique, c'était le théâtre législatif et c'est une variante du théâtre forum. C'est une théâtre forum qui est fait, enfin, plusieurs théâtres forums l'un après l'autre, en réfléchissant entre une séance et l'autre. Et ça a permis qu'Omboal est retourné au Brésil et qu'il était dans le gouvernement, enfin je sais plus s'il était député ou sénateur de quelque chose à Rio, ça de la culture, mais je sais plus exactement quel était son poste. Il avait proposé avec ce travail-là avec les peuples des articles pour la Constitution qui est actuellement au Brésil. Donc il y a 12 ou 14 articles qui ont été inspirés, qui sont venus du travail du théâtre de l'opprimé en fait. Donc voilà. Et bon, j'ai beaucoup parlé, mais grosso modo, ça c'est l'histoire de la troupe et les différentes techniques de la méthode. Waouh, merci beaucoup pour ce panorama énorme. Justement, j'ai pas voulu te couper parce que c'était hyper intéressant. Bon, du coup, ça va un petit peu limiter le nombre de questions que je vais te poser par la suite, mais il y en a quand Pardon. même une que... Mais non, 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 t'excuses pas, c'était génial. Il y en a quand même une que j'ai envie de te poser. Comment est-ce que tu perçois l'évolution des luttes aujourd'hui? Parce que tu as dit donc que le théâtre de l'opprimé, il y avait ce rapport entre opprimé et oppresseur. On est quand même au démarrage dans une situation qui est une situation de dictature en Amérique latine, etc. Aujourd'hui, enfin voilà, avec l'internationalisation, il y a aussi des choses qui changent. Le rapport avec tous les comédiens professionnels qui s'emparent de l'outil. Tu as parlé des compagnies aussi qui reprenaient cette technique à leur propre sauce. Et Mhm. quelque part, c'est bien aussi que ça se démocratise de cette façon-là, que chacun s'en Ouais. saisit, et transforme l'outil comme il le souhaite. Mhm. Même si bah, c'est au risque qu'on perde aussi la saveur et ce qui fait le cœur de cette technique, de ces Mhm. techniques. Enfin voilà, comment est-ce que toi tu perçois l'évolution des luttes aujourd'hui, les rapports oppresseurs, opprimés? Euh, bon, il y avait deux questions de ta question. Je vais commencer par la deuxième. La question sur les autres compagnies, effectivement, c'est important que les gens s'emparent de la méthode et qu'ils la fassent évoluer. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il voulait Voile. Voile voulait que sa méthode soit vivante. Que ce soit pas une méthode entre guillemets morte, comme ce qu'on connaît, tu vois, la méthode Grotowski, Stanislavski. En fait, c'est pas qu'elles sont pas bien. C'est juste il y a pas eu d'évolution, en fait, depuis. Tu vois. Bon, il y a eu l'Actor Studio pour le Stanislavski, mais c'est quand même quelque chose qui déjà, c'est une institution, en fait, et ça a peu évolué. La méthode de Boyle, lui, il voulait que ça s'adapte en fait, parce que c'est toujours sur l'humain et comment l'humain évolue et comment les besoins de l'humain évoluent, comment on s'adapte par rapport à l'humain.
Donc, c'est normal que ça s'adapte. Et tant mieux que les gens s'approprient de la méthode pour faire d'autres choses. Moi, perso, la seule chose qui me dérange, c'est que c'est très bien d'adapter, mais à un moment donné, si tu sais que tu es en train d'adapter, que ce n'est plus un tas de forums, trouve un autre nom, en fait. Parce que le problème, c'est que j'ai croisé beaucoup de partenaires qui me disent, ah oui, j'ai travaillé avec telle et telle compagnie, je ne veux pas dire de nom, et du coup, c'était pas ce que je m'attendais, ils m'ont fait ceci, cela, cela, et ah, je suis désolé, c'est pas un tas de forum. C'est une variante et parce que voilà, il y a ces concepts-là, ces concepts-là, mais en fait, c'est pas un date forum parce que. Donc, je suis désolé que vous ayez une image comme ça de date forum. Donc, en fait, c'est ça le problème, c'est que parfois ils créent une image de date forum que c'est pas le date forum et ça, parfois, ça a une incidence sur les autres compagnies en fait qui travaillent sur le date forum parce que parfois il y a des gens qui sont dégoûtés en disant ah non mais je pensais que c'était une autre chose de date forum et en fait, ce qu'ils pensaient c'était le vrai, sauf qu'ils ont vu quelque chose qui n'était pas un date forum. Donc, il reste avec cette mauvaise image et du coup, il dit, ah non, mais plateforme, plus jamais. Ça m'intéresse pas. Tu vois, donc, il y a mais on peut trouver d'autres choses, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui l'appellent, quand ils font une évolution, théâtre d'entreprise, théâtre institutionnel, théâtre de blablabla. Enfin, il y en a plein. C'est très bien. Tu vois que chacun s'approprie, en fait, de ce qu'il est en train de faire. Par rapport à l'évolution de oppresseur, en fait, si tu veux, nous, on garde sous le nom, on va pas changer le nom du théâtre et la méthode, c'est le théâtre de l'opprimé, mais nous, on n'utilise plus déjà ces termes d'opprimé-oppresseur. C'est rare que tu nous entendes de l'utiliser en stage, voilà, parce que c'est assez réducteur, c'est des stéréotypes, en fait, et c'est hyper stigmatisant. Et surtout que dans la collective générale, les gens, ils ont déjà une vision particulière de ce que c'est une personne opprimée. Et ils vont parfois avoir du mal à accepter qu'ils sont opprimés ou qu'ils sont oppresseurs. Nous, on utilise protagoniste et antagoniste, qui est beaucoup plus large. Le protagoniste, c'est l'ancien opprimé. L'antagoniste, c'est l'ancien oppresseur. Pourquoi? Parce qu'on disait tout à l'heure que c'est l'histoire d'un conflit. Dans un conflit, il y a un bon et un méchant, il y a un opprimé et un oppresseur, il y a un protagoniste et un antagoniste quelqu'un qui a une envie, un besoin de faire quelque chose, quelqu'un qui te l'empêche. Donc, on est revenu aux bases, hein, aux bases de base, un protagoniste, antagoniste. Et dans cette dichotomie, on trouve aussi en plus qu'on peut être à la fois les deux. Parce que moi, peut-être que dans cette situation en particulier, je suis l'opprimé, mais que 10 minutes après, je vais être l'oppresseur d'une autre situation. Parce qu'on a plein de facettes, en fait, et il y a plein de contextes différents de notre vie. Donc, qui est stigmatisé en disant tu es un opprimé, c'est assez fort. Bah, quand tu es protagoniste, bah oui, je suis le protagoniste de ma vie. Donc, peu importe la situation, je suis le protagoniste parce que c'est ma vie. Donc, tu vois, c'est pour plusieurs raisons qu'on n'utilise plus ces termes-là, même si évidemment, enfin, parfois on explique tout ça. Euh, pour les types des dispositions, je ne sais pas si ça a vraiment changé. Je pense que ça a évolué. C'est le bon mot qui est utilisé. Ça a évolué au niveau des conflits, mais ça n'a pas changé parce que les mêmes conflits, les mêmes types de situations qu'on retrouvait dans les années 60-70 avec voile, en fait, on les vit encore dans 2023. Peut-être vu d'une autre prisme, d'une autre façon, ou peut-être qu'ils sont euh, devenus plus grands, plus petits ou plus vulgarisés, on en parle plus facilement ou pas, mais il y a toujours le même conflit en fait. Euh, et même parfois, il y a des nouveaux qui apparaissent. Du genre, pendant toute notre vie, on a travaillé le harcèlement en termes généraux, hein, enfin, à l'école, au travail, à la maison, dans la vie quotidienne, enfin, dans la vie, dans la rue. Il y a plusieurs types de harcèlement. Et c'est pas que de homme vers la femme, c'est aussi de homme vers le homme, des femmes vers la femme. Voilà, donc c'est pas une question de genre du tout, le harcèlement. Euh, on a découvert il y a quelques années qu'il y avait des appareils, qu'il y avait des réseaux sociaux et qu'il y avait aussi ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Donc, c'est une variante d'harcèlement. Et ça, c'est une chose de nouvelle qui est apparue. C'est un conflit nouveau, sauf qu'au final, c'est du harcèlement. Donc, c'est la même base. C'est le même conflit. C'est le même ah, t'es gros, ha, 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 sauf qu'à la place de dire face à toi, on va faire un post ou on va faire un mème de toi en disant ah 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 le gros. Donc là-bas c'est la même. Et même pour les questions politiques qui étaient au cœur de la méthode dans les années 70, on les traite aussi en fait.
on les traite encore et on voit. Et tu vois, je te disais qu'on fait, nous, on fait le tour du monde pour voir les différents conflits. On s'adapte, en fait. Chaque formation, chaque plateforme, chaque chose qu'on fait, ça, de l'organisme, c'est toujours fait sur mesure. Donc, nous, on a des outils, on arrive, ah, OK, dans ce pays, en fait, il y a la guerre, machin, donc c'est un conflit plus dictatorial. Tu vois, je te disais, on est allé dans des pays qui ont des conflits différents à la France, tu vois, entre le Taïwan, entre l'Iran, entre la Palestine, entre le Burundi, entre le Brésil, 5 pays différents, des différentes parties du monde, l'Inde, disons, si tu veux aussi. Chaque régime politique est un peu différent. Et pourtant, du coup, on peut faire le théâtre forum comme un petit peu, entre guillemets, à l'ancienne, traiter des sujets contre le gouvernement, mais ça dépend de chaque contexte, en fait. Donc, en soi, pour répondre à ta question, encore une fois concrètement, je pense que il y a toujours les mêmes euh, fonds des conflits, politiques ou pas politiques, sachant que la politique, c'est tout rapport humain. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il dit Boal dans son premier livre. La politique, c'est pas forcément la question d'un président contre des sujets ou voilà. C'est déjà nous, on fait la politique, toi et moi. On a genre un état d'esprit pour avoir un dialogue. Il y a des codes, on se respecte. Là, je parle, par exemple, tu es hyper respectueux, tu me coupes pas la parole. Donc, il y a déjà, tu vois, des règles, des conduites, et c'est déjà une sorte de politique. Donc, au final, on fait toujours de la politique dans ce sens-là, au sens large. Parfois, ça peut passer par politique, on va dire, syndicat, au gouvernement, tout ça, mais on traite aussi les autres idées politiques. Parce qu'on va pas, nous, notre idée, c'est qu'on va pas laisser tomber les gens qui ont besoin. C'est pour ça que nous, on travaille avec tout type de profils. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des réfugiés, des SDF. On travaille aussi avec des SDF assez souvent. Comme ça peut être des gens qui travaillent, je sais pas, à la SNCF. Parfois, on dit, ah non, mais c'est l'élite, c'est l'entreprise. Ben non, c'est aussi des humains, en fait. Et là, on va pas défendre les idéaux de l'entreprise. On n'est pas là pour se mettre le masque, je suis des SNCF. C'est, quel est ton conflit? Ah, tu as un rapport humain qui marche pas. Une problème de communication? OK. Le problème, peu importe si on le fait pour la SNCF, pour la mairie de Paris, pour l'association machin, pour l'école, je sais pas quoi, c'est le conflit humain. Il y a un humain qui est en conflit, qui a besoin d'aide, on est ouvert à aller. On va pas laisser tomber les personnes qui sont en difficulté. Donc voilà, les conflits en fait s'adaptent. Mais... Merci Alain. Il me reste une dernière question à te poser pour conclure cet épisode. C'est une question que je pose à tous mes invités. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais? Ouais. Euh, je pense que j'irai aussi vers changer l'humain, c'est-à-dire euh, faire, enfin, on parle bien même d'un pouvoir magique, hein. Changer de mot, voilà. Ce serait faire que l'être humain soit un peu plus conscient de l'autre et qu'il soit un peu plus tolérant. Parce que ça, c'est vraiment la base des problèmes. Et si on était un peu plus tolérant, si on comprenait l'autre personne, si on se mettait 2 secondes dans ses chaussures ou dans, voilà, je sais plus comment est l'expression, euh, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui s'éviteraient, même des questions de faim dans le monde, des pays qui n'ont pas les sous et tout ça, parce que du coup, justement, tu dis, OK, j'en ai suffisant, je pense à l'autre, ah, je peux le tendre la main. Je vais pas penser que à moi, je vais pas être égoïste pour penser qu'à moi, je peux partager un petit peu. Et ces petits peu donnés par 50 milliards de personnes, c'est énorme. Donc, je dirais plutôt ça, penser, arriver que les gens pensent à l'autre, considèrent l'autre, et ils aient un petit peu plus de tolérance, en fait, envers l'autre. Merci beaucoup Alain. À bientôt. Je t'en prie, à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je peux déjà vous dire que le travail d'Augusto Boal et de Paulo Freire m'inspire énormément. J'utilisais déjà certains de leurs outils, mais je crois que je vais aller encore plus loin. Évidemment, il me restait plein de questions à poser à Alain, donc il nous faudra un deuxième échange. Si vous n'avez pas pris de notes, ne vous inquiétez pas, j'en ai pris pour vous. Je retiens tout d'abord que ce que l'on appelle communément théâtre de l'opprimé est un ensemble de 6 techniques qui visent à transposer sur la scène des outils d'éducation populaire et d'émancipation citoyenne. Ces 6 techniques sont le théâtre journal, qui consiste en la mise en lecture, le décryptage puis l'interprétation théâtralisée d'un article de presse, le théâtre forum, un spectacle interactif qui traite d'un conflit de la vie quotidienne et dans lequel les spectateurs sont invités à monter sur scène,
Le théâtre invisible, de courtes scénettes jouées dans l'espace public sans que personne ne sache que c'est du théâtre, et ce, afin de susciter une réaction forte des spectateurs. Le théâtre-image, la mise en forme de statues vivantes susceptibles de résumer en une image une situation. L'arc-en-ciel du désir, une technique plus intimiste qui permet de travailler sur les blocages individuels. Et enfin, le théâtre législatif, qui est une forme d'atelier constituant théâtralisé. Ensuite, qu'il est important, si on veut utiliser les techniques du théâtre de l'opprimé, de bien prendre en compte le fait que ni les comédiens ni le Joker ne sont censés donner leur avis. Leur posture doit être une posture d'accueil et d'écoute sans condition. S'inclure soi-même dans la partie, c'est recréer le système pyramidal que la pédagogie de l'opprimé cherche justement à déconstruire. Et oui, car qu'on le veuille ou non, les comédiens sont de fait dans une posture d'autorité vis-à-vis du public. Pour se détacher de cette autorité naturelle, il est donc nécessaire de se mettre en retrait. Enfin, que les termes d'opprimé et d'oppresseur rendent plus compliqué l'identification au personnage du méchant, car dans les situations de la vie quotidienne, nous avons du mal à nous penser comme les bourreaux. Sauf qu'en réalité, il y a certainement des moments où nous jouons ce rôle. Nous pouvons tantôt être un opprimé, tantôt un oppresseur, et parfois même les deux à la fois. C'est pourquoi Alain et ses collègues préfèrent parler de protagoniste et d'antagoniste. Bien que je comprenne l'intérêt de ce changement pour les situations du quotidien, je trouve en revanche que les termes opprimé et oppresseur étaient bien plus pertinents dans le cadre d'une situation politique. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Alain et du théâtre de l'opprimé, je vous mets tous les liens dans la description. Sachez qu'Alain est également président et directeur artistique de l'association franco-mexicaine Alalma France. Il développe notamment un podcast, Alalma Radio, sur lequel j'ai eu la chance d'intervenir. Le lien de l'épisode est également en description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.